c'est un grand plaisir, vous allez voir, vu le domaine de recherche sur le droit des peuples autochtones d'Irène Bélier, puis un grand honneur aussi, parce que c'est une anthropologue très, très reconnue, hein, médaille de bronze du CNRS, et dont les terrains de recherche sont très, très, très larges sur le spectre de l'humanité, puisqu'elle a vécu pendant 4 ans hein, au Pérou, c'est ça? Oui, en Amazonie. Et puis elle travaille aussi sur les institutions dans l'élite, hein, puisqu'elle a écrit un livre qui avait fait du bruit à l'époque, l'ENA comme si vous y étiez. Oui. Hein, donc elle a fait la sociologie des énarques. L'anthropologie des énarques. Encore mieux. Voilà, une micro-société. L'anthropologie des énarques, et vous voyez bien, ces gens-là n'ont pas l'habitude d'être objets d'études, voilà. donc il y a une démarche quand même assez diverse et cohérente, je pense, par rapport à la question de l'institution, de l'humanité, etc. Donc on aura l'occasion d'en parler. Alors je rappelle que, du coup, vu les décalages, dès la semaine prochaine, la prochaine conférence sur le transhumanisme et l'homme augmenté par Marina Maestruti se tiendra ici même, hein, donc dans une semaine. Et ce sera la 5e de la conférence, vous avez assisté aux précédentes. Donc l'affaire ne s'est pas effondrée avec les grèves, hein, nous allons pu continuer. Et là, je laisse la parole à Irène. Bien, merci beaucoup Vincent de m'avoir proposé de venir dans cette université populaire, et je suis tout à fait ravie de vous rencontrer et de pouvoir vous amener dans ce domaine des droits des peuples autochtones, hein, parce que c'est quelque chose qui est un sujet à la fois très émergent, très important aussi, et je vais essayer de vous promener entre les dimensions du droit, le global, le local, et à la fin, disons, d'essayer de sortir avec une idée un petit peu claire. On a une heure un peu pour... Oui, enfin, voilà. 3/4 d'heure, 1 heure, voilà. Quand vous êtes là, vous me le direz. Permettez-moi de m'asseoir, parce que voilà, oui. je ne vais pas arrêter tout ce temps. Voilà. Et donc, là, je vous ai placé cette photo qu'on ne voit pas très très bien, malheureusement. Peut-être qu'on peut éteindre une lumière, ou on ne peut pas faire à moitié? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Parce que c'est mieux de voir. Là, c'est la salle de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et c'est mon terrain de jeu d'anthropologue depuis une vingtaine d'années. Donc, après avoir passé 4 ans en Amazonie, j'ai passé 20 ans aux Nations Unies. Mais c'est pas les mêmes terrains, c'est pas la même chose. Autant il y avait en Amazonie, l'anthropologue fait un terrain immergé, on reste longtemps, on apprend la langue, on apprend tout, et à partir de là, on peut formuler une proposition en l'occurrence, l'objet d'étude que l'on mène. Et moi, mon objet, c'était les rapports entre les hommes et les femmes dans une société sans classe. C'était ça qui était le point de départ. Et ça s'est passé dans les années, mon terrain c'est entre 79 et 86, et c'était à une époque où toutes les questions de genre étaient posées aux États-Unis, mais pas du tout en France. On n'avait pas encore les gender studies qui étaient développés. Voilà, juste pour la contextualisation rapide. Après, effectivement, j'ai travaillé j'ai fait l'anthropologie des énarques en passant également 4 ans. Fait les énarques. Parce que je voulais suivre tout, quoi, la formation, le concours, le classement, etc., etc. Et ça s'accompagnait d'une proposition assez forte du point de vue de l'anthropologie, à savoir qu'il n'y a pas de raison que les anthropologues s'occupent simplement des gens qui sont distants, pauvres, lointains, etc., mais peuvent également apporter une méthode, leur méthode de recherche pour comprendre des sociétés complexes et des objets a priori aussi intangibles que les élites françaises. Ensuite, j'ai fait... la question de recherche était assez intéressante parce qu'en fait, je voulais comprendre comment est-ce qu'on devenait un énarque. Un petit peu cette formule, et la question vraiment principale, c'était comment est-ce qu'on transforme une personne ordinaire en un chef. Et j'avais à l'esprit mes 4 ans d'Amazonie, mon terrain, etc. Et je venais avec cette perspective qu'avaient les Maïrouna, à savoir nous n'avons pas de chef, parce que nous ne savons pas comment obéir. C'était vraiment leur proposition. Je résume très vite, évidemment, plein de choses, mais c'était un peu la proposition. Et effectivement, la société Maïrouna, qui est une société tucano-occidentale, est une société
qu'on appelle acéphales, c'est-à-dire il n'y a pas de tête, il n'y a pas de chef, il n'y a pas ces grandes chefferies intangibles qui sont posées, il n'y a pas de dynastie, etc. Donc on est dans des sociétés beaucoup plus fluides, beaucoup plus mobiles, beaucoup plus labiles. Bon voilà, j'ai fait l'anthropologie des énarques, et puis ensuite j'ai eu une autre question de recherche. Là c'était juste au moment où je rentrais au CNRS, et qui portait sur... nous avons des élites à la française, quelles sont les autres élites ailleurs dans le monde? Et donc j'ai fait l'anthropologie de la Commission européenne aussi. Donc ça c'était un autre projet, ça a duré pas mal de temps également. Voilà pour les objets. Et puis après, vers l'an 2000, j'ai retrouvé mes questionnements autour des peuples autochtones. À l'époque, il y a 30 ans ou 40 ans, on ne parlait pas de peuples autochtones, on allait éventuellement chez les Indiens ou dans une ethnie particulière. Mais là, c'était vraiment la question des peuples autochtones parce que on ne le savait pas en France, mais déjà depuis une bonne vingtaine d'années, les autochtones se retrouvaient aux Nations Unies pour discuter de leur reconnaissance de droit. Mais avant leur reconnaissance de droit, c'était également le fait de prouver qu'ils étaient bien là, pas prouver, être reconnus comme existants sur la Terre et dans l'humanité. Pas simplement comme des sauvages, des gens totalement déconnectés de notre mode d'existence, pas organisés, enfin tous ces processus de qualification qui leur ont été appliqués à travers les formes de colonisation. Et donc à partir de là, j'ai trouvé que c'était absolument fascinant que de voir comment des gens que l'on connaît finalement dans des univers très locaux, les communautés très loin, très distants, qui exigent un véritable effort pour aller les rencontrer, et bien se retrouver aux Nations Unies pour discuter de problématiques de droit. Et ils n'étaient pas tout seuls, hein, c'est là que j'ai découvert toute cette immense diversité des peuples autochtones dont je vais vous parler maintenant. Alors, là c'est un peu le cadre général de tout, je ne vais sans doute pas tout développer, mais en gros ce que je voulais montrer, c'est que un des points principaux de réflexion, un des points principaux de réflexion que l'on doit avoir présent à l'esprit, c'est justement comment les peuples autochtones sortent de la condition, disons, marginale, coloniale, exploitée, dominée et massacrée, pour devenir donc des entités, peuples reconnus, dotés du droit à disposer d'eux-mêmes, donc du droit à l'autodétermination. Et ça fait un véritable changement, aussi bien sur la condition politique des sujets concernés, que même dans la discipline anthropologique, où on travaillait sur les Indiens, ou sur les, je sais pas, les Orang Asli en Indonésie ou ailleurs, mais on ne les voyait pas vraiment comme des entités organisées avec tout un système de justice, système de loi, système de droit, etc. Donc là, ça posait des questionnements par rapport à l'anthropologie, et une partie de l'anthropologie, pas tout le monde, mais j'en fais partie, a fait une espèce d'aggiornamento, à savoir on ne travaille plus sur les gens, on travaille avec eux, de manière effectivement à résorber cette condition dominant-dominé qui fait qu'on peut produire un certain type de savoir. Alors voilà, donc la reconnaissance des peuples autochtones aux Nations Unies, ça a un certain nombre d'effets. Le droit à l'autodétermination est évidemment central à l'intérieur de ces processus de reconnaissance de droit, et on parlera un petit peu de la manière dont la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été négociée, a été adoptée après 25 ans de négociations et beaucoup de difficultés par les Nations Unies. Donc en 2007, disons que c'est une immense majorité des États qui ont voté en faveur, 143 sur 193. Il y a 4 États qui ont été contre et qui étaient très présents au moment des négociations. C'est le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Donc ces 4-là font partie d'un ensemble que j'ai traité aussi dans les articles comme étant des pays récalcitrants. Ce sont à la fois des pays qui sont construits sur le processus colonial, avec des colonisations de peuplement, qui ont abouti finalement à reléguer la population originelle à quelques pourcents de la population nationale. Et donc ça crée un certain type de situation. Et à partir j'ai suivi moi les groupes de travail sur les négociations pendant une dizaine d'années, et à partir de là on s'aperçoit qu'en fait la question autochtone, qui est travaillée par les Nations Unies en tant qu'un objet universel, se décline à l'intérieur des différents espaces
dans lequel se situent les peuples autochtones, espace juridique, espace politique, espace locaux. On va voir un petit peu plus tard après des détails plus précis. Donc ce qui était important aussi, c'est qu'à travers ce mode de négociation, cette reconnaissance par l'international, on a affaire à une transformation du sujet. D'abord, ils deviennent des sujets de droit, donc ça c'est important, parce qu'avant ils étaient peut-être des objets, et des objets de mépris, mais surtout pas des sujets. Maintenant ils sont des sujets de droit. Donc ça vient changer quelque chose dans le dispositif international où on considérait que seuls les États sont sujets des droits internationaux. Là, les autochtones le sont également. Et donc du coup, on a une nouvelle constellation d'acteurs. On n'a pas simplement des victimes, mais on a des acteurs, et une constellation d'acteurs qui rentrent dans une constellation aussi d'organisation, et c'est assez complexe. Ce qu'on a pu observer aussi au fil de ces années, si vous voulez, de négociations et de dynamique autochtone aux Nations Unies, c'est que progressivement, on est passé de groupes de travail où les individus venaient énoncer leur situation, donc des témoignages, notamment des témoignages de violations de droits humains, à des situations où on a institutionnalisé les questions autochtones avec des organes permanents à l'intérieur des Nations Unies pour qu'on puisse discuter des questions autochtones. Donc ça, c'est un point important à avoir présent à l'esprit, parce que c'est à partir de ce centre des Nations Unies que se sont énormément développées toutes les problématiques autochtones, qui ne sont pas simplement des problématiques d'un sujet qui va se transformer de victime à acteur. Non, il y a beaucoup de choses qui concernent les peuples autochtones, et leur problématique à eux, c'était d'être pris au sérieux, qu'on puisse à un moment donné les considérer, les écouter, les entendre, et donc ils sont porteurs de propositions, ils sont porteurs d'innovations, y compris d'innovations juridiques, et c'est intéressant de voir par où ça passe et comment ça passe. Et c'est là où mes travaux en anthropologie des institutions, quand je suis passée de la Basonie à l'ALENA, à la Commission européenne, etc., j'ai développé l'anthropologie des institutions, en considérant que les institutions, c'est des objets, bon voilà, on rentre dedans, on les regarde, ça se passe, et puis c'est pas simplement quelque chose qui vient s'imposer. Il y a de la culture d'institution, il y a des manières de faire, il y a des manières de décider. Et donc c'est très important, parce que l'institutionnalisation va avoir un certain nombre d'effets, comme on évoquera plus tard. Et ce qui est important également, c'est que ce qui se passe aux Nations Unies a certains types de répercussions et d'articulations et même de tensions avec ce qui se passe au niveau local. Mais il n'y a pas une translation directe. C'est-à-dire que quelque part, ce qui se décide dans la configuration onusienne atterrit de certaines façons au niveau local. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que rien ne se passerait au niveau des Nations Unies s'il n'y avait pas eu la pression des individus qui étaient là pour porter leur vision du monde, leur compréhension, leurs problématiques. S'il n'y avait pas eu tout ça, il ne serait rien passé, parce que les États-Unis s'en foutent, enfin les États, pardon, et les États des Nations Unies, vraiment n'ont pas d'intérêt sur ce sujet, parce que la construction des États contemporains s'appuie justement sur la marginalisation des peuples autochtones. Donc pour pouvoir transformer cette relation, il faut passer par un certain nombre de dispositifs. Donc il y a des tensions, et ce qui se passe, donc il faut penser cet aller-retour. Et je dois dire que toute cette construction théorique, que je ne vais pas développer en théorie, et je vais essayer d'être un peu plus pratique tout à l'heure, c'est appuyé notamment sur un gros programme de recherche que j'ai eu la chance de remporter, financé par le Conseil européen de la recherche, qui s'appelle « Échelle de gouvernance et peuples autochtones », des Nations Unies, États, peuples autochtones. Et là, j'ai pu recruter une équipe de 10 personnes, et on a travaillé dans 10 pays. Et donc, à partir de là, sur 4 continents différents, différentes langues, on s'aperçoit que la problématique autochtone a des variantes, et je vais essayer de vous les montrer. Donc, alors, c'est quoi les peuples autochtones? Je vais le faire très vite. Et ce sont des groupes sociaux d'un genre particulier, et pour faire simple, ils sont vraiment caractérisés par leur rapport au territoire, qui est central pour leur problématique, et qui vient évidemment heurter la possession étatique du territoire, puisque il y a 2 principes du droit international qui sont piliers, si l'on veut, du système, qui est l'intégrité territoriale et la souveraineté politique, le tout appartenant aux États. Donc quand les autochtones gagnent quelque chose lors du droit à l'autodétermination, immédiatement la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont sécessionner, faire sécession, est-ce qu'ils vont casser le territoire, etc. etc. C'est toutes ces peurs-là
qu'il faut arriver à comprendre, maîtriser et surtout déplacer, parce qu'on n'est plus, dans la logique des indépendances, disons, des années 50, 60 et 70, même jusqu'à Timor-Leste, qui est le dernier pays à faire sécession et à se construire comme État en quittant l'Indonésie. Donc voilà, il y a une étude qui a été faite par José Martínez Cobo en 1972. Les résultats ont été donnés en 1986, finalisés en 5 volumes. De cet premier examen, disons, général des peuples autochtones, ressort une définition de travail. Parce qu'il est extrêmement difficile de définir un peuple autochtone. À la limite, un anthropologue peut vous dire les Maïhunas, bon, c'est ça, voilà, il se passe comme ça, etc. Mais les peuples autochtones dans leur ensemble, c'est compliqué. Et c'est compliqué pour différentes raisons. Mais d'abord, venons à voir la définition de travail, parce qu'on va comprendre qu'à partir de là, les différentes catégories juridiques qu'on peut leur appliquer entrent aussi en tension. Les peuples autochtones, ce sont des peuples et nations qui présentent une continuité historique avec les sociétés précédant la colonisation et la conquête de leur territoire, qui se considèrent comme distincts des autres secteurs de la société qui dominent aujourd'hui ces territoires, totalement ou partiellement. Et ils constituent des secteurs non dominants de la société, déterminés à préserver, développer, transmettre aux générations futures leurs territoires ancestraux et leur identité ethnique sur la base de leur existence continue, en tant que peuple, en accord avec leur propre système culturel, leurs systèmes légaux et leurs institutions sociales. Donc là, on a une définition de travail, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs qui ne sont pas nécessairement tous réunis en même temps dans un même peuple, mais qui permettent de comprendre si on a affaire à des peuples autochtones ou pas. Donc toutes les ethnies du monde ne sont pas des peuples autochtones. Et surtout, un point qui est très important et qui est central dans le processus de négociation et de reconnaissance des droits, c'est le fait qu'ils ne sont pas des minorités. Ils peuvent être des minorités démographiques, mais ils sont quelque chose d'autre que des minorités, notamment au regard du droit, puisque au regard du droit, on considère les droits des personnes appartenant aux minorités, à des minorités. Et les minorités peuvent être linguistiques, sexuelles, territoriales, il y a toutes sortes de confessionnelles, religieuses, voilà. Il y a toutes sortes de minorités. Toutes ces problématiques-là se retrouvent chez les peuples autochtones. Mais il y a autre chose qui est le fait qu'il y a quelque chose d'organique dans les peuples autochtones, et cette organicité-là, il faut la faire réadvenir, parce qu'ils ont été privés de cela. Ils constituent 4 à 500 millions de personnes sur tous les continents, dans 90 pays. Quand Martínez Cobo a fait son étude, il a obtenu des données de 35 pays. Aujourd'hui, on est à 90 pays. Pourquoi est-ce qu'il y a une espèce d'expansion comme ça de la connaissance? C'est aussi parce que progressivement, avec ces dynamiques internationales, les gens s'aperçoivent que oui, ils sont autochtones, c'est-à-dire qu'ils relèvent d'un certain nombre de processus qui leur parlent. Et on a eu par exemple des identifications qui se sont produites, notamment, je pense, en 1993, lors de la conférence de Vienne sur les droits humains. Il y a eu des berbères du Maroc qui sont venus et qui sont allés assister à des groupes de travail à l'intérieur de cette conférence. Il y avait 2 groupes de travail, l'un sur les minorités, l'autre sur les peuples autochtones. Ils ne savaient pas très bien, eux, s'ils étaient des minorités au Maroc, parce qu'ils ont principalement des problèmes de langue et des problèmes de reconnaissance culturelle. Bon. Et puis finalement, ils ont participé, ils étaient 2, ils ont participé à ces sessions, et puis ils sont aperçus que finalement le droit des peuples autochtones était plutôt ce qui les intéressait. On était en 93, ils ont donc ensuite participé. Et donc au départ, on a des Américains, ensuite on a des Africains, ensuite on a des Asiatiques, ensuite on a, quand l'Union soviétique s'effondre, à ce moment-là, les pays de l'ex-Union soviétique, de la Fédération de Russie rentrent dans le mouvement, et à partir de cette rentrée dans le mouvement aussi, se complexifie la problématique. On n'a pas simplement une affaire d'Indiens, on a une affaire de situations complexes qui sont en train de se déployer, en tout cas, parce qu'elles ne sont pas résolues. Donc on est quand même à presque un demi-milliard de personnes, c'est pas rien, ça compte, c'est 5% de la population, hein, c'est pas mondial, mais quand même c'est pas mal, 500 millions de personnes. Et donc, ils représentent également, ça c'est un point à avoir présent à l'esprit, parce que c'est un objet fort à l'intérieur de leur lutte en reconnaissance,
ils représentent l'immense majorité de la diversité linguistique et culturelle du monde. Alors, là encore, on a des problèmes de chiffrage, hein, parce que d'abord, il n'y a pas de comptage absolument exact de la diversité culturelle, mais en gros, l'UNESCO évalue ça entre 5800 et 6500 différentes langues et cultures du monde, et à l'intérieur de cela, les autochtones sont l'immense majorité, 80% de la diversité du monde est portée par les autochtones, mais avec des petits nombres, hein, des tout petits nombres de ci, de là, mais quand même représentants de la diversité. Les Maïrouna, juste pour vous donner une idée, c'est sur 500 personnes. En cas de communauté. Donc c'est vraiment des tout petits groupes, quoi. Et des tout petits groupes qui sont des survivants de groupes bien plus larges. Et ils protègent 80% de la biodiversité. Et ce qui se produit aujourd'hui, dans le temps actuel, c'est que lorsque les autochtones sont arrivés aux Nations Unies par des processus que j'aurais sans doute pas le temps de développer, ils étaient accompagnés par des ONG, des ONG de droits humains qui se commençaient à se créer, etc. Et il y avait eu des moments antérieurs sur la problématique justement de la disparition. Et donc là, ils sont encore timides d'une certaine façon. Ils sont timides et ils ne savent pas très bien comment s'adresser au reste du monde, comment parler. Vous imaginez, là, ils sortent des communautés, ils sont dans leur propre univers et dans leur propre histoire. Et maintenant, aujourd'hui même, les autochtones parlent au reste du monde de différentes façons. Et je vais vous en donner un exemple à travers ça dure 1 minute, une toute petite vidéo, mais je l'aime beaucoup. C'est donc David Guarani. Ah, attendez, il y a un petit problème, il faut que je mette le son. Ah, excusez-moi. Il faut que je sorte de là, que je remette le son. Voilà. Voilà, on repart en mode présentateur et je vous mets donc excusez-moi, c'est en brésilien traduit en espagnol, mais je crois que vraiment vous n'aurez pas de difficulté à comprendre ce qui se dit, et je peux traduire si vous voulez. 5% da população, nós somos indígenas, protegemos 82% da biodiversidade do mundo. Falam que é muita terra para pouco índio. Donc ils disent qu'il y a beaucoup de terre pour peu d'Indiens, mais on protège la vie. On est poursuivi, on est assassiné. On lutte pour la vie. No meio da floresta, sem nada, ele não vai ter sobrevivência. O poder da vida está na natureza. Salve o planeta! Salve a terra! Não ao genocídio dos povos indígenas. Vamos lutar pela sobrevivência das futuras gerações. Donc, je pense que vous avez compris, mais il lit. Alors là, effectivement, on est dans le contexte brésilien, avec Bolsonaro qui a menacé, qui a levé toutes les protections qui ont été difficilement acquises au Brésil. Il faut savoir qu'au Brésil, en 1988, il y a une nouvelle constitution qui va venir. Alors, on est au sortir des dictatures, et cette constitution va reconnaître aux Indiens l'existence des Indiens en tant que majeurs. Jusqu'alors, ils étaient considérés comme des mineurs. Donc c'est le problème de la minorité. C'est-à-dire qu'un Indien de nos âges, pour aller faire un acte légal, devait être accompagné par un blanc pour pouvoir faire son acte légal. Hein. Donc c'est ça un peu la problématique, et ces droits donc ont été maintenant reconnus, ils ont des territoires protégés, il y a des aires de protection naturelle, des territoires indiens, etc. Et Bolsonaro lève tout ça en disant, bon, ces Indiens-là, il faut les développer, ils ont envie de 4x4 comme nous, ils ont envie de frigidaires, etc., etc. Mais en fait, il a surtout envie de se débarrasser des Indiens sur la forêt amazonienne, de manière à pouvoir faire tranquillement du soja, du bœuf, qui donne voilà, dans un certain accès au marché mondial. Et c'est là un des problèmes. Donc, les peuples autochtones, ils résultent de la colonisation
c'est une colonisation principalement occidentale, mais pas exclusivement occidentale. Donc là, on parle de contacts, de rencontres, mais surtout de conquêtes et de fronts de colonisation. Et les fronts de colonisation aujourd'hui continuent de se développer. Quand on pense à la palme à huile, quand on pense au soja, quand on pense aux agrofuels, ça se passe sur des terres autochtones et ça prive les autochtones d'un certain nombre de conditions d'existence. Donc on n'est plus exactement dans la conquête du 15e et 18e siècle, mais on est encore dans des phénomènes de conquête qui portent aujourd'hui. Aujourd'hui, la lutte, elle est très forte sur la possession des territoires pour exploitation par des multinationales étrangères. C'est là où la question autochtone rejoint le problème de la globalisation. Donc, à travers le monde et dans chacun des pays, ils sont considérés sous différentes nominations. Alors, j'ai dit un groupe ethnique, ethnie ou race nationale. Par exemple, en Birmanie, on dit que ce sont des races nationales. Nous, en France, on ne peut pas dire race parce qu'on a ce problème majeur sur la question de la race. Mais ils ont quand même été véritablement objets de racisme. Donc, quelque part, on ne peut pas complètement masquer le fait qu'il y a de la discrimination raciale et qu'ils sont considérés comme des races inférieures, à développer, à civiliser, etc. Un autre problème de nomination, et qui est important et qui se évolue depuis maintenant une trentaine d'années, mais n'est pas achevé, c'est qu'on leur a donné des noms. Alors, d'abord, on a dit qu'ils étaient tous indiens, par exemple, alors qu'ils avaient des sociétés très différentes, des langues très différentes, et que leur nom propre, leur nom de groupe ethnique, si l'on veut, pour parler le langage des anthropologues, n'était pas accepté. Donc, par exemple, quand moi j'ai commencé mes études, j'ai été chez les orejones, parce qu'ils avaient des grandes oreilles. Ils étaient aussi nommés Koto, du nom du singe hurleur, parce que comme ils se peignaient en rouge le corps, alors ils avaient la couleur fauve du poil du singe hurleur. Donc c'était des ethnonymes, des dénominations plutôt, qui sont péjoratives. Et donc, quand moi j'ai travaillé avec eux, je me suis retrouvée dans des situations un peu compliquées, dans lesquelles, à un moment donné, alors je vais passer très vite et je reviendrai après. Voilà. Là, c'est les Maïhuna. Donc les Maïhuna qui ont été décrits dans les années 1920. Il y a un anthropologue de passage allemand, anthropologue physique, qui est venu les mesurer. Et puis, il a laissé des éléments sur la connaissance technique. Moi, je suis arrivée dans la partie couleur, dans les années 80-85. Et donc, il y avait à l'époque 2 personnes, que vous voyez là-haut, Anako et Babi, qui portaient des ornements d'oreilles. J'arrive, je suis jeune, j'ai 25 ans, je suis dans une communauté, voilà, je passe un mois et demi, et puis au bout d'un moment, donc je ne parle pas la langue, déjà l'espagnol c'est pas si facile que ça, parce que c'est de l'espagnol d'Amazonie, c'est pas la même chose, bon, j'ai un mois de terrain à ce moment-là, et puis là, il y a quelqu'un qui vient me dire, mais allez viens, on t'emmène chez les orejones. Et alors là, je me dis, mais où est-ce que je suis depuis un mois, quoi. Et en fait, il m'emmenait chez les 2 derniers orejones, donc porteurs de ces symboles, qui les identifient à l'une, et qui sont des symboles forts. Dans la discussion, je montrerai sur la mythologie qui va expliquer la chose, mais là, on n'a pas trop le temps. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que commence à ce moment-là une discussion sur, mais si vous n'êtes pas des orejones, si eux sont les orejones, vous êtes qui et quoi. Et là, on commence à rentrer dans la discussion sur, on nous a connus comme ça, etc. Puis je rentre dans l'histoire, et puis je vais faire des archives, et puis je vais connaître tout ça. Et à la fin de tout ce processus, arrive le terme, j'identifie avec eux, le terme qu'ils utilisent dans leur propre langue continuellement, qui est Maïhuna. Ils parlent le Maïhunki. Et Maïhuna, ça veut dire nous, Huna, Maï, humain. Donc nous, les êtres humains. Et donc ça, c'est une dénomination et un mode de dénomination qu'on retrouve dans beaucoup de populations. Mais pas toutes. Par exemple, les Inuits, qui se reconnaissent également sous ce terme-là, les humains du Nord, ils ont été appelés Esquimaux. Esquimaux, c'était aussi quelque chose, ça renvoyait dans une langue voisine à ceux qui mangent de la viande crue. Aujourd'hui, on connaît en Europe du Nord les Samis. Les Samis de Norvège, de Finlande, de la péninsule de Kola et de Suède, et bien ils étaient appelés Lapons. Et Lapon, ça vient de Laps, et Laps, ça veut dire guenille. Donc voilà, on a ces processus-là de sortir des dénominations ou malentendues, parce que parfois c'est juste des fonctionnaires locaux qui entendent mal et qui donnent n'importe quel nom,
mais souvent ce sont des ethnonymes péjoratifs pour les invalider. Donc je reviens, et ce qui est important, c'est ce travail de reconnaissance de soi, d'identification et d'acceptation. Ce qui est aussi important à voir, c'est quand on voit à la carte, on peut le comprendre, donc ils sont vraiment sur le monde entier. Hein. Donc ils ne sont pas simplement très 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 loin de nous, ils occupent tous les écosystèmes du monde. Partout où il y a de la vie, il y a eu des autochtones. Donc évidemment, on ne peut pas identifier là la part relative des autochtones, dans la mesure où la cartographie est mesurée et posée par les États, donc il y a un contrôle sur les cartographies, et c'est extrêmement difficile de représenter dans des cartographies et des planisphères 0,1% de la population. Parfois, quand c'est 50%, c'est bien, mais à ce moment-là, c'est pas non plus tout le pays. Donc quelque part là, on a juste identifié où ils sont. Et depuis, d'ailleurs, cette carte que j'ai élaborée dans le cadre de ce programme européen sur les SOGIP, il y a d'autres pays où des autochtones sont apparus et sont reconnus. Ce que j'ai voulu montrer là, c'est qu'à travers tout ce dispositif international qui a commencé dans les années 70 et qui se poursuit aujourd'hui, on a non seulement l'apparition d'un nouveau sujet de droit avec des enjeux politiques et juridiques, mais on a aussi une symbolique forte et qui est symbolique. C'est-à-dire que quelque part, il y a une adoption internationale. Il y a eu le jour des Indiens, enfin le jour des Autochtones le 9 août, il y a l'année internationale des Autochtones en 1993. Ils voulaient 92. Mais l'Espagne, 92 à cause du 5e centenaire de la conquête des Amériques. Mais l'Espagne ne voulait pas, parce que c'était la conquête des Amériques. Et donc, il y a eu 2 décennies qui ont été consacrées pour pouvoir traiter de leurs questions. Donc c'est important, donc il y a du dispositif international qui les concerne, mais en même temps, les droits qui sont acquis ne sont pas vraiment respectés. Alors là, j'ai très rapidement parlé de cette question de droit, parce que il faut considérer que ces droits s'adressent à un certain type de catégorie, et les juristes sont particulièrement ennuyés enfin, sauf ceux qui sont vraiment engagés dans le mouvement autochtone, et il y a un paquet notamment du côté américain, mais les autres juristes, notamment français, sont en train de dire mais c'est qui, c'est quoi, c'est comment ça se passe, c'est qui le sujet de droit, comment il se définit, etc., etc. En fait, on est dans des droits, ce qu'on appelle, la traduction française, c'est ambitieux, mais l'original anglais, c'est aspirational. C'est-à-dire qu'on va porter des transformations, on va enclencher un certain nombre de processus par ces transformations-là possibles. Et on s'aperçoit depuis que la déclaration a été adoptée, et elle porte donc sur toutes sortes de domaines, mais notamment, je dirais, il y a 3 grands domaines. Le bouquin, là, que éventuellement on peut faire circuler si vous voulez, présente comment la déclaration a été adoptée, qu'est-ce que c'est que les dynamiques autochtones aux Nations Unies, ce qui se passe dans les 10 pays qu'on a travaillé, mais aussi la problématique des droits autochtones à travers 3 aspects, qui sont les questions politiques et de citoyenneté, les questions de relations au foncier, au territoire, à la base, qui est la base de production des cultures qui est importante, et ensuite le domaine langue et culture, éducation, qui sont également importants. Si vous voulez jeter un coup d'œil, vous pouvez regarder, faire circuler. Et ce qui est voilà, donc on a donc un double processus où on a des autochtones situés dans des sociétés particulières qu'il nous faut connaître dans une immense diversité. Et en même temps des processus de droit, des processus juridiques et politiques qui s'adressent à une catégorie que moi, pour considérer, pour la saisir, je la considère comme politique et relationnelle. C'est-à-dire que personne ne naît peuple autochtone. On est basque ou on est, etc. On est dans une certaine identité. Mais c'est à travers la problématique peuple autochtone que les droits peuvent s'appliquer. Et donc, un des problèmes, c'est justement de saisir à la fois l'objet et de comprendre que c'est une grande diversité. Et un peu tout l'objet de mes conférences, qui sont assez nombreuses, c'est d'essayer de réintroduire de la diversité et du pluralisme dans les processus de pensée, notamment français, qui sont très 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 réducteurs, hein, et qui à un moment donné aboutissent à faire disparaître un certain nombre de problématiques de peuples y compris. Je ne sais pas si vous connaissez le nombre de peuples autochtones en Guyane française.
si vous connaissez le nom de différents ou le nombre de langues en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous savez comment on appelle les Polynésiens? Vous voyez, tout ce genre de questions-là, ils font pourtant partie de la France et devraient être à un moment donné enseignés et connus. Donc on est face à ces réductions et les autochtones, dans leur multiple diversité, en ont un petit peu assez aussi de se voir transformés et passer à travers la moulinette qui ne leur permet pas de protéger cette immense diversité qu'ils représentent. Alors, là, je ne reparlerai pas de tout ça parce que le temps passe très vite. Ce qui est intéressant également, c'est qu'entre le moment où, par exemple, moi j'ai fait mon enquête et aujourd'hui, on a, et ce moment de construction des droits des peuples autochtones, ce moment où ils rentrent, où la globalisation vient les toucher, parce que le problème, c'est que quelque part, les autochtones, ils auraient été très tranquilles chez eux, sauf qu'on a été les déloger, on leur a piqué leur territoire, on les a rendus un peu esclaves, on les a obligés à travailler dans les fermes, et on a aujourd'hui d'autres fronts de colonisation. Et donc ils s'organisent en défense. Alors il y a plein de gens qui les aident, etc., des ONG, tout ce que vous voulez, mais il y a surtout de la communication entre eux et ils forment des organisations. Et donc là vous voyez les autochtones contemporains de Maïhouna, contemporains dans les années en 2013. Et la femme que vous voyez en haut là à droite, vous la voyez peut-être pas très bien, mais vous voyez au moins le petit carton bleu qu'elle a. Et ben c'est sa carte d'identité. Elle vient de recevoir une carte d'identité, elle n'en avait pas eu jusqu'à présent. Donc il a fallu attendre 2013. Et pourquoi reçoit-elle une carte d'identité? Parce que derrière, il y a tout un processus. L'État arrive et va faire un certain nombre de choses avec les Indiens. Maïhouna en l'occurrence, mais il y en a plein, il y a 40 groupes au Pérou. Et surtout va leur appliquer des processus, là encore, réducteurs. Par exemple, ils vont incorporer peut-être la notion des droits des peuples autochtones, parce que le Pérou est un pays qui a défendu fortement les droits des peuples autochtones, mais le modèle d'éducation qui va être implanté dans l'Amazonie, dans une basse terre d'Amazonie assez lointaine, ça va être les Andins, le modèle andin. Or, les sociétés andines et les sociétés amazoniennes n'ont rien à voir. Les unes sont hiérarchisées, les autres sont complètement labiles, et donc appliquer un modèle et donc vous êtes tous familiers sans doute si vous êtes intéressés à l'éducation coloniale ou autre, où nos ancêtres les Gaulois et compagnie, et où les Noirs par exemple, les enfants noirs ne pouvaient pas se reconnaître dans des petits enfants blancs ou des mamans blondes et compagnie. Ils ont le problème, sauf que c'est transporté avec de la vestimenta andine. Les Indiens, ils sont d'Amazonie, ils ne sont pas du tout habillés avec des polleras, des grandes jupes boliviennes et les chapeaux, etc. Ils n'ont pas ça. Mais bon, c'est pour. Quand on pense l'Indien au Pérou maintenant, on pense plutôt l'Andin que l'Amazonien. Vous voyez, des choses comme ça. Et donc là, ils se forment, etc. Et pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se former? Parce qu'ils essayent de constituer, à partir de bases très légères, des éléments de résistance face à des processus vraiment lourds. Et ces processus sont tellement lourds qu'ils y perdent la vie. Et là, un des problèmes auxquels on est confronté dans le monde entier, c'est des assassinats réguliers. On n'a jamais eu autant d'assassinats en Colombie que depuis la signature des accords de paix en novembre 2016. Depuis, c'est absolument affolant. Donc, quand on est un peu sur les réseaux sociaux, parce que maintenant ça circule sur les réseaux sociaux, eh ben, on peut vous parler de Berta Cáceres, qui est donc du Honduras et qui défendait une écologie soutenable contre les grandes plantations de palme à huile. Paolo Guajara, voilà, je ne peux pas vous les citer tous. Le rapporteur sur les droits, les défenseurs des droits humains a montré qu'il y a une croissance exponentielle du nombre d'assassinats et que 60% des défenseurs des droits humains et que 60% sont liés à des causes autochtones et environnementales. Et on parle de plusieurs milliers de personnes dans le monde. Pareil, à travers on commence à prendre en considération un certain nombre de sujets. Et là, je vous ai mis en bas à droite cette image-là, où pendant des années et des années, je les entendais, moi je suis en liaison évidemment avec plein d'autochtones du monde entier, notamment au Canada. Et au Canada, ils se plaidaient de la disparition et de l'assassinat de femmes et de filles. Il a fallu 10 ans avant que se mette en place une commission d'enquête. La commission d'enquête a mené son travail d'investigation, c'est là où on est dans le champ justice transitionnelle, etc. Et a réalisé que
c'était vraiment pas des, voilà, c'était pas des blagues. C'était pas que les femmes autochtones, elles partaient parce qu'elles étaient incontrôlables. C'était, la police ne prenait pas leur déposition. Elles étaient raptées, tuées, déposées, etc. Et là où c'est intéressant, c'est que tout ce processus, disons, de considérer que les femmes autochtones ne sont pas juste bonnes à violer, parce que ça a été ça pendant très longtemps, aboutit à un travail tout à fait intéressant et tout à fait passionnant, dans lequel le Canada reconnaît, enfin la NFADA, la commission d'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, reconnaît que ça vient, ce problème-là vient de la loi sur les sauvages de 1876, que tous les différents processus n'ont pas réussi à transformer la manière dont la société mainstream dominante canadienne les considère les Indiens comme des sauvages et les Indiennes comme des personnes qu'on peut prendre sans leur consentement. Donc vous voyez, on est dans ces situations-là voilà, ça prend du temps et ça fait partie du droit. Là, c'est pas les droits des autochtones qui s'appliquent, c'est le droit des femmes, hein, en général. Mais déjà, appliquer le droit des femmes en général, c'était compliqué. Revenons au droit. Donc, un des points qui est important à avoir présent à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de définition de peuple en droit international. Donc, c'est intéressant aussi, parce que ça permet aux autochtones, dans leur diversité, de pouvoir rentrer. Et donc, du coup, si on ne les considère pas comme peuple, en disant non, mais vous n'êtes pas des peuples au sens international du terme, en fait, le droit international va identifier des peuples qui appartiennent à des États-nations d'une certaine manière. Et c'est par là que ça rentre. Et donc, voilà, c'est pour faire très très vite. Mais donc, en gros, ils ont réussi à faire passer le fait qu'ils n'étaient pas des collections d'individus rassemblés dans des entités qui pourraient s'appeler des populations. Hein. Et donc là, il y a une bataille importante, en anglais, pas en français, entre people et peoples. Si je dis people, je dis des individus, des gens. Et si je dis peoples avec le S, ça veut dire un peuple. Donc ça, c'est important. Et donc, la problématique donc, se décline aujourd'hui entre, d'un côté, on a des gens qui vivent dans leurs situations diverses, et vous avez vu qu'elles peuvent être variées. J'ai été très vite, malheureusement, mais bon, on pourrait parler de l'Afrique, on pourrait parler de l'Asie. Mais en gros, il y a aussi deux phénomènes qui sont que il y a le traitement juridique et politique de ces entités, et puis il y a autre chose qui fait qu'on les considère, dans quel domaine on les considère. Donc souvent on les considérera par rapport à la culture. Éventuellement ils sont porteurs de culture. J'ai commencé aussi comme ça en disant ils représentent la diversité culturelle du monde. Mais le problème de les traiter à travers l'angle de la culture, c'est souvent une essentialisation, et on a affaire souvent à, comme me disait un collègue juriste canadien, quand le Canada, parce que le Canada est très avancé en termes de cours, de droit, etc., de reconnaissance d'un certain nombre de choses, et simplement le Canada tranche en faveur des autochtones, mais de certains autochtones. Il a employé cette formule, hollywoodiennement indien. C'est-à-dire qu'il faut correspondre à certains types de caractéristiques qui sont rentrées dans l'histoire du droit par la manière dont l'anthropologie a décrit, ou etc. Et c'est tous ces processus-là qu'il faut maintenant déconstruire, parce que les Indiens aujourd'hui, les autochtones d'aujourd'hui, ils peuvent être habillés de manière traditionnelle, ancestrale, ou comme vous et moi, porter les ordinateurs, être équipés de, je sais pas quoi, de sonotones, de lunettes, toutes sortes de choses. Mais il y a encore des pays dans lesquels un Indien ou un autochtone qui porte des lunettes est considéré comme n'étant plus traditionnel. Vous voyez, ce genre de problématique. Donc l'approche culturelle suppose également de considérer que les autochtones sont, comme tous les autres êtres du monde entier, pris dans des systèmes de transformation qui les affectent. Nous ne vivons pas dans les vêtements de nos grands-parents, eux non plus. Simplement, à un moment donné, certains types de vêtements, certains types de coiffures, certains signes, certains gestes sont importants et marqués culturellement. Par exemple, une femme indienne du Canada, par exemple, je ne sais pas, Dene ou Lakota, etc., parlera, ou un homme d'ailleurs, parlera avec la plume à la main. C'est la plume qui permet d'habiliter la personne à prendre la parole. Des formules qui pourront être employées pour
montrer qu'on rentre dans le discours et on clôt le discours. On n'est pas simplement en train de faire des revendications avec des banderoles. On a un certain nombre de processus, etc. Donc tout ça, c'est marqué par la culture. Et ça se combine, ça se transforme, ça s'hybride, et il faut le reconnaître. Le problématique du côté économique, ça vient d'un certain nombre de questionnements qui sont, mais au fond, c'est quoi la différence entre les autochtones et des paysans? Finalement, ils ont ce rapport à la terre, ils cultivent et compagnie, c'est quoi la différence, quoi? Et puis finalement aussi, les autochtones, de facto, quand on fait de l'indexation de leur situation économique et sociale, on les retrouve souvent dans les indices les plus bas. Bateau de scolarisation, bateau d'alphabétisation, taux de pauvreté maximal, taux d'incarcération maximal, ce qui révèle aussi un problème social, des problèmes politiques, etc. Et donc, un des problèmes auxquels on est confronté, c'est d'arriver à identifier les causes de ces situations-là, qui viennent du passé, la spoliation, la conquête des territoires, la dépossession, le mépris, le racisme, qui font qu'un certain nombre de ces personnes, de différentes manières, ont perdu la considération des autres, ne l'ont jamais eu, et cherchent à être considérés, respectés en dignité et en égalité. C'est ça que l'égalité veut dire. Mais dans le traitement juridique et politique qui pose souci, c'est que parfois on va les considérer à travers des notions comme des pauvres. Ce sont des pauvres, tous des pauvres. Et comment est-ce qu'on compte la pauvreté? On la compte par rapport à un indice économique. Donc vous avez plus ou moins 10 $ par jour, vous êtes plus pauvre ou moins pauvre. En l'occurrence, l'indice de pauvreté maximale, c'est 2 $ par jour. Et les autochtones, ils disent que c'est pas comme ça qu'il faut compter. Ils n'ont pas forcément d'économie monétaire. S'ils peuvent rester dans des modes de vie traditionnels, d'utilisation du territoire pour leur bien-être, pour leur vie propre, à ce moment-là, ils peuvent vivre, et donc ils n'ont pas besoin de passer par l'économie monétaire. Voilà. Au Pérou, par exemple, la CDI, elle a compté la pauvreté des Indiens à l'aune de machine à laver, ils ont ou ils n'ont pas, télévision, ils ont pas, radio, ils ont pas, etc., etc. Ces types de comptages-là peuvent fonctionner dans certains pays, dans certaines circonstances, mais ça ne marche pas pour les autochtones. Et c'est pour cette raison-là qu'ils revendiquent justement les droits à pouvoir être dans leurs différences. Et donc, par exemple, lors de la COP, non pas la COP 21, à Rio plus 20, sur la grande conférence sur le développement durable, où on discutait de l'avenir que nous voulons, tous ensemble la planète, et où était mis en avant la notion d'une économie verte. Eux, ils disaient, nous, on ne veut pas une économie verte, on veut la reconnaissance de toute la diversité de nos économies, de nos systèmes économiques diversifiés, parce que nous sommes verts par nature. Alors là, après, on rentre dans un discours qui peut être parfois manichéen sur le fait que le capitalisme d'exploitation et d'extraction est responsable de toute la dégradation actuelle du système planétaire et climatique. On peut avoir plus de subtilité, mais là, ça vient comme ça. Et eux, ils disent, nous, on sait entretenir la nature parce que, notamment, on a besoin de l'entretenir, on a besoin de la reproduire, on a besoin de la conserver en santé, parce que notre santé en tant qu'individu dépend de la santé des territoires. Et aujourd'hui, ce qu'ils constatent, et ils ne sont pas les seuls à le constater, c'est la dégradation de la santé territoriale. Donc, derrière ces jeux économiques, la considération de pauvres, etc., il y a d'autres enjeux qui viennent se présenter et qui sont vraiment importants. Donc, on leur reconnaît le droit à l'autodétermination. Donc, en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. On a vu tout à l'heure que c'était une histoire de territoire et une histoire de souveraineté. Mais ce n'est pas que ça. Parce qu'en fait, l'enjeu derrière cela, c'est quel type de développement peuvent-ils considérer aujourd'hui, le développement qu'on va leur appliquer à eux, parce qu'il va falloir développer des régions. Donc aujourd'hui, l'Amazonie est une région qui a été encore protégée d'une certaine manière. Il y a encore des ressources à prendre. Donc on va développer l'Amazonie, on va faire des grands barrages, on va mettre du soja, du bœuf, ça c'est formidable. Et les Indiens qui protègent la forêt sur pied, etc. Donc là, il y a de la confrontation
régime, hein, de régime écologique et de régime économique, et puis d'intérêts, des intérêts nationaux de grands propriétaires ou extranationaux des multinationales. Donc tout ça rentre en jeu. Mais aussi, à l'intérieur de cette notion de le droit d'assurer son développement économique, social et culturel, viennent d'autres questions. La santé et l'éducation sont deux questions centrales aujourd'hui parce que des processus de colonisation, les processus d'exploitation, les processus de marginalisation, l'éradication, le déplacement des territoires, fait que les gens, d'abord ils meurent assassinés, mais aussi ils meurent d'un certain nombre de maladies qui leur arrivent. Et aujourd'hui, on assiste à des choses qu'on connaît en Europe, on connaît, etc. Mais juste pour rester sur l'Amazonie, mais c'est vrai aussi ailleurs, Coca-Cola, Fanta, Nestlé, Nutella, tout ça se déploie, c'est des gros marchés à prendre et ils les prennent. J'ai jamais vu des bouteilles aussi grosses de Coca-Cola qu'en Amazonie, avec des bateaux complets, des machins énormes comme ça, qui viennent remplacer les alimentations traditionnelles et qui font que progressivement, les Indiens deviennent plus ou moins obèses. C'est un problème qui est posé du nord au sud de l'Amérique, de l'est à l'ouest du planisphère. C'est les transformations des modes d'alimentation par un marché mondial dominé par un certain nombre de multinationales. Donc, eux, ils disent, on veut revenir à nos alimentations, on veut protéger nos systèmes, on veut protéger les semences natives, on veut protéger nos modes d'exploitation, mais aussi on voudrait avoir une école adaptée. Et donc, une école adaptée, c'est une école qui incorpore leur langue, leur représentation du monde, et ça pose énormément de problèmes parce que l'école, elle n'est pas simplement, disons, pour faire des petits apartheids, des petits bouts de stand dans un langue, mais elle doit prévoir la possibilité, disons, de se déplacer dans un monde qui est infiniment plus complexe que celui dans lequel ils étaient aujourd'hui. On a fait un bouquin complet sur l'école, donc on en reviendra peut-être en discussion. Mais là, ah oui, là je vous ai mis ça parce que c'est quand même très mignon. Vous voyez l'école péruvienne lorsqu'elle arrive. Alors, les enfants, normalement, ils sont moitié à poil, ils vivent à peu près nus, avec des petits shorts, des choses comme ça. Le jour de la fête patriote, les petites filles sont transformées en infirmières et cantinières, hein, et les petits garçons, ils sont transformés en... D'abord, ils mettent leurs uniformes, c'est le seul jour où ils mettent leur uniforme, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas d'uniforme, ceux-là. Quels uniformes ils ont choisi? L'uniforme du militaire. Et ça, c'est pour moi très grave. Quand je vois ça, parce qu'évidemment, ils étaient guerriers autrefois, évidemment, etc. Mais ça veut dire que quelque part, le modèle vers lequel ils sont amenés à s'identifier va être celui qui a... Voilà. Donc, et là, vous voyez ce que je disais, là, les devoirs et les droits et les devoirs. Les droits et les devoirs là, on est en Amazonie, en Basse-Terre, dans l'Amazonie, et ça, c'est des Andins. Et c'est une Andine en particulier, la femme en haut à gauche. Voilà. Le temps passe vite, hein? Oui, encore 10 minutes. Encore 10 minutes? Ah oui, c'est bon. Vous n'êtes pas épuisé? Non. Voilà. C'est pour la discussion après. Quoi, mais Ouais, je vais essayer d'aller. Alors, voilà, je vais vraiment pas passer, mais je voulais juste vous montrer la complication de la chose. Là, le système onusien, c'est ça. En gros, les autochtones dans le système onusien, c'est ça. C'est-à-dire que quelque part, vous avez un espace de négociation, les Nations Unies, le Conseil économique et social, le forum, l'instance permanente sur les questions autochtones, qui s'est construit, qui est un des organes principaux où ils sont. J'ai oublié de marquer, mais il y a le mécanisme d'experts sur les droits autochtones. Ça se réunit tout ça à Genève, le mécanisme d'experts, à New York, l'instance permanente. Il y a le Conseil des droits de l'homme, il y a l'examen périodique universel, il y a des tas de comités de droits humains. Toutes les conventions qui sont passées ont des comités où on examine les situations, etc. Et puis vous avez donc des organes, groupes de travail et compagnie. Donc tout ça, c'est l'espace un peu institutionnel dont j'ai parlé, qui est assez important et où viennent, tous les ans, je rencontre 1500, 2000 autochtones venus du monde entier et viennent participer au débat avec des thèmes à l'agenda. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez donc le cadre conventionnel, j'ai juste identifié 3 points importants parce que c'est très très central, mais il y a tout d'autres conventions. C'est développement durable, biodiversité. Là, j'aurais dû rajouter sur cette diapo, je ne l'ai pas fait, changement climatique. Aujourd'hui, ils sont très 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 en pointe sur la question du changement climatique. Mais tout ça dépend également d'organismes financiers, la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement qui pèsent, qui font des choses et donc qui viennent. Aujourd'hui, par exemple, juste, il y a un grand programme d'aménagement des infrastructures routières et fluviales amazoniennes, financé par la Banque interaméricaine de développement.
les autochtones voient passer des routes sur leur territoire. L'idée, c'est de faire un marché qui va amener le bois de l'Amazonie côte atlantique vers la Chine de l'autre côté. Donc il faut traverser, il faut etc., etc. Et donc là, les autochtones ils sont pris dans ces dispositifs. Mais c'est pour leur bien aussi. Mais évidemment, bien sûr. Comme ça, ils vont devenir riches, ils vont pouvoir consommer normalement. Voilà. Donc, et puis vous avez plein d'agences. Il y a 42 agences des Nations Unies. Et les 42 agences des Nations Unies aujourd'hui doivent appliquer la Déclaration des droits des peuples autochtones. Et il y a une coordination interagence qui fonctionne, mais ils ont pour objectif de penser l'UNICEF sur la question de l'enfant et l'enfant autochtone. SIDA et les problèmes de SIDA, ONU-SIDA, ONU-Femmes et les femmes autochtones. Oui, à chaque fois, il y a des points d'articulation, etc. Je passe hyper vite. Je passe également, là c'était pour la... je trouvais ça très magnifique cette image. C'est cette femme indienne avec toutes les disparues en dessous. Voilà. Ah non mais c'est des centaines, hein. On parle de centaines de femmes disparues. Hein. C'est des individus, donc on parle de massacre quand c'est des collectifs. Là c'est des gens qui disparaissent comme ça. C'est comme si tout d'un coup, vous avez un gamin et puis il disparaît. Voilà. Et donc constituer, et donc il a fallu reconstituer toute cette histoire. Et ça, c'est un très très beau plan. Est-ce qu'aujourd'hui la situation évolue positivement? Ouais, je vais bientôt y arriver. Je passe sur, je vais parler de tout ça. Je crois qu'il y a une demande quand même de discussion. Je voudrais, voilà, juste dans les évolutions, par exemple, on a, au début, vous avez vu qu'il y avait 7 régions du monde qui organisent le mouvement autochtone international. Donc les 7 régions du monde, c'est Amérique Nord, Amérique Sud, Pacifique, Afrique, Asie, Arctique et Europe centrale, orientale et Fédération de Russie. Ça n'a l'air de rien, mais ce découpage en 7 régions du monde vient révolutionner le découpage traditionnel des Nations Unies des États qui était organisé en 5. Et les 5, c'était Asie, Afrique, Amérique du Sud, pays du premier monde, avec États-Unis, Canada, Australie, etc., et pays de l'autre monde, du second monde, c'est-à-dire l'Europe, l'Est, donc l'Ouest et l'Est. Voilà. Et donc, dans leur dynamique, les femmes sont arrivées en disant mais nous on a des problématiques de femmes autochtones, et donc il y a donc chaque région dont j'ai parlé là font des caucus, donc pour rassembler la problématique par région, et déjà c'est compliqué de penser une problématique régionale, mais il y a eu aussi donc problématique des femmes et problématique des jeunes. Et la jeunesse autochtone aujourd'hui rentre, s'affirme, s'affiche. Et là, vous voyez, là, j'adore cette petite fille là. Elle avait 11 ans quand elle est venue. C'est un peu comme une Greta Thunberg qui a été Greta Thunberg qui a été attaquée. Ben là, on a pas mal de jeunes filles qui rentrent, de jeunes garçons aussi qui rentrent. Vous les voyez là d'ailleurs, ceux-là, ça c'est les Haudenosaunee. Ils rentrent pour dire, mais on veut être, voilà, on veut avoir un futur. On veut avoir un futur qui est en l'occurrence autochtone, mais on veut pouvoir être ni massacré ni autre chose. Je passe très vite, donc les organisations, etc. Je passe encore très vite. Et je ne vous donnerai aucun aperçu des situations par pays parce qu'on n'aura pas le temps. Et donc, on va en parler au fil de la discussion si vous voulez. Et je vous remercie de votre attention. Merci, madame.